J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo où vous avez été certaines et certains à commenter mes réels justement parce que je fais pas mal de vidéos, de stories, de réels sur Instagram, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas où je te poste mes tenues du jour et pour rappel, je travaille dans le luxe et c'est vrai que là en ce moment il fait super chaud, donc j'ai des tenues estivales et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire mais Mélissa, tu travailles dans le luxe, t'es tatouée, est-ce que ça pose problème parce que dans tes tenues on les voit? Et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo. Déjà, une vidéo pour savoir être tatouée, travailler dans le luxe, est-ce incompatible? Et deux, faire un peu un tatouage tour, vous montrer mes tatouages. J'en ai pas énormément, j'en ai 4, mais la majorité des pièces sont des grosses pièces, donc c'est visible, je peux pas les cacher. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de faire cette vidéo 2 en 1. Donc moi ça fait 8 ans que je travaille dans le luxe et ça fait 8 ans que je suis tatouée, puisque c'est arrivé un petit peu au même moment. Donc je n'ai pas connu un avant-après, mais je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. En tout cas, si tu veux savoir si c'est adopté dans l'univers du luxe ou pas, je t'invite à regarder toute la vidéo parce que je te propose de faire une vidéo analyse. Déjà pour moi, je vais scinder 2 choses au niveau du tatouage. Je vais scinder l'expérience client, c'est-à-dire les métiers étant en contact avec la clientèle, et les autres, à savoir la création, l'artisanat, ou encore les fonctions support, les fonctions bureau, le siège social, en tout cas les bureaux, parce que c'est vraiment différent et l'approche n'est absolument pas la même. Donc tout d'abord, que ce soit de l'expérience client, les bureaux, peu importe, il est illégal de discriminer une personne en entretien en raison de son tatouage, donc de son apparence physique. Mais il y a énormément de critères de discrimination, donc c'est pas que l'un d'entre eux, mais là on va parler du tatouage ou même des piercings. Donc en l'occurrence, on va se fier sur ce critère de discrimination là, mais à l'embauche, c'est interdit de vous discriminer par rapport à ça. Néanmoins, il y a une petite subtilité, on peut vous demander, dans l'exercice de votre fonction, de cacher vos tatouages, de les camoufler. Mais je vais t'expliquer la différence entre les deux. Déjà, si on revient un petit peu sur l'histoire très rapidement du tatouage, le tatouage, pendant longtemps, il y avait une valeur sociale, il y avait un marquage social de classe sociale en fait. Donc c'était au début, alors après je vais pas revenir sur toute l'histoire du tatouage parce qu'elle est super intéressante, elle est différente également en fonction des cultures, en fonction des ethnies, en fonction des régions, donc ça c'est complètement différent. Mais si on parle uniquement de la culture contemporaine, donc de nos jours, génération de nos parents et de nos grands-parents, pendant longtemps le tatouage est égal rebelle, anarchie, en dehors de la société. Puis après ça a un petit peu bougé et c'était classe populaire et tout ce qui va avec, mais je vous invite à regarder le luxe pour les pauvres que je vous ai fait la semaine dernière comme vidéo, mais c'était c'est pas chic, c'est beauf, le tatouage c'est pour les pauvres, en gros c'était un petit peu ça. Et puis ça a vraiment changé, notamment avec les années 2000, donc ça fait un peu 20 ans que ça a changé, où c'était le petit souvenir de vacances, où il y avait un petit côté bohème, un côté bad boy, un côté rock. Donc voilà, l'image a complètement changé et aujourd'hui, un Français sur 5 est tatoué. Donc ça veut dire que vous avez 20% de la population nationale qui est tatouée. Donc vous avez plus de chances autour d'une table d'avoir une personne tatouée qu'auparavant. Donc c'est plus trop vrai sur le marquage social, même si, encore une fois, dans certaines sociétés, dans certaines classes sociales, c'est vraiment inenvisageable, ne serait-ce que d'avoir 2 trous d'oreilles, donc c'est-à-dire on n'en a qu'un, pas les autres, d'avoir des piercings ou même d'avoir des tatouages. Je sais que moi dans ma famille un peu éloignée, pour eux être tatoué c'est avoir un autocollant sur une voiture, donc c'est pas du tout quelque chose de positif. Donc pour certaines grandes familles ou même d'autres, bourgeoisie, noblesse, etc., c'est pas du tout accepté. Mais en tout cas ça a bien changé et aujourd'hui c'est plus trop vrai. Donc les mannequins sont de plus en plus tatoués, les stars de cinéma, les célébrités, les chanteurs, en tout cas la culture a beaucoup plus intégré le tatouage. On a même des salons du tatouage aujourd'hui. Et à l'époque c'est vrai que les maisons de luxe, quand elles choisissaient leurs égéries ou même leurs mannequins, elles demandaient à ce que ces personnes-là ne soient pas tatouées. Voilà, c'était un critère il y a quelques années. Il ne fallait pas que la mannequin ou le mannequin soit tatoué. Et puis après, avec une personne sur 5, là c'est juste en France, alors imaginez dans le monde,
ça a beaucoup changé, donc c'était de plus en plus difficile pour les maisons d'avoir des personnes qui n'étaient pas tatouées sur leur défilé. Donc au début il y avait voilà, du maquillage, donc c'est pour ça que le maquillage à effets spéciaux s'est grandement développé, mais comme je vous le disais, les stars de cinéma, les chanteurs, etc. étaient de plus en plus tatoués, et là pour le coup c'est plus difficile de cacher les bras d'une célébrité que d'une mannequin. Donc les maisons ont décidé d'avoir le sens inverse, voyant que ça se développait de plus en plus, elles ont pris le contre-pli, elles ont adopté la culture du tatouage, notamment des maisons comme Jean-Paul Gaultier, mais pas que, et elles ont créé des vêtements seconde peau effet tatouage, elles ont créé des tatouages éphémères, notamment je pense à Chanel ou même à Dior. Ça permettait de brander encore plus la marque, d'avoir encore plus une identité, de créer des produits d'appel, parce que voilà, vous aviez la possibilité d'acheter des tatouages éphémères Chanel, en plus avec le logo, donc c'était vraiment 100% brandé, et puis ça permettait de créer une véritable identité. Au-delà de ça, au-delà de la haute couture, de la mode, c'était une possibilité encore plus large d'exprimer leur créativité. La peau devenait un véritable vêtement, une véritable matière qu'on pouvait aussi habiller. Et donc pendant des années, le luxe boudait complètement le tatouage, qui était vraiment synonyme de marquage social très fort, et aujourd'hui plus du tout. Quasiment toutes les mannequins sont tatouées, toutes les égéries, et aujourd'hui on compte sur les doigts d'une main justement les campagnes où on ne voit pas de personnes tatouées. Donc aujourd'hui on peut se dire que c'est beaucoup plus accepté. Après, est-ce que quand vous y travaillez, c'est la même chose? Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Déjà, on va parler de l'expérience client. Donc l'expérience client, donc les conseillers ou même les collaborateurs qui sont en contact, en front, en première ligne avec la clientèle, peuvent effectivement avoir des demandes de cacher leur tatouage ou de retirer leur piercing. Mais au-delà de ça, il y a un article dans le code du travail, donc c'est l'article L 1321-2 alinéa 1 qui stipule: il peut prévoir pour les salariés en contact avec la clientèle, soit dans le règlement intérieur de l'entreprise, soit dans une note de service, une clause de neutralité. Donc c'est ce que je vous disais, on demande à ce que le collaborateur soit neutre. Le fait d'être tatoué ou percé, bah ça enlève cette neutralité puisque c'est un bout de votre histoire, un bout de votre personnalité, et en plus en raison parfois de la taille ou du message donné sur le tatouage, on peut définitivement vous demander de le cacher. Ensuite, le tatouage peut être un vecteur d'un message, et donc en ce sens, il conviendra alors pour le salarié en contact avec la clientèle de le dissimuler pour respecter la neutralité qui pourrait être exigée par l'entreprise. Aujourd'hui, vous avez une personne sur 5 qui est tatouée, donc 20% de la population française, et parfois ce sont des petits tatouages au niveau des doigts ou au niveau du poignet qui ne sont pas très ostentatoires ou même qui n'ont pas de message qui pourrait être nuisible pour la maison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça se voit de plus en plus souvent que quelqu'un dans le service ou même dans les boutiques soit tatoué et que ça se voit et que ça pose pas de problème. Donc c'est à nuancer, mais généralement comme il y a un uniforme et un règlement intérieur, effectivement on vous le demandera de le cacher, de le dissimuler. Donc effectivement moi mon conseil c'est plutôt choisissez-le à des endroits stratégiques, mais évitez les zones où vous devez mettre des pansements sur les doigts ou des bandages ou même du maquillage, surtout quand il fait chaud comme ça. Mais en tout cas sachez que dans le luxe ou pas, parce qu'il y a des années quand je travaillais en caisse dans une enseigne de bricolage, on demandait aussi, c'était aussi dans le règlement intérieur, de cacher justement tout élément non neutre. Mais au-delà de ça, donc moi comme je vous le disais, ça fait 8 ans que je recrute dans l'univers du luxe. Et j'ai débuté ma carrière en tant que chasseuse de tête. Donc chasseuse de tête, je travaillais pour plein de maisons différentes qui m'appelaient pour dénicher des pépites, dénicher des talents, et je travaillais pour différentes maisons. Et vous avez aussi des maisons qui, elles, ont un rapport complètement différent, qui au contraire veulent des profils atypiques. Donc des profils avec des cheveux toutes les couleurs, tatoués, percés, voilà. Ou au contraire, pour elles, ça fait partie de leur identité de marque et elles n'ont pas envie justement d'avoir des profils hyper classiques, en tailleur, en costume. Pour elles, voilà, ça ne marque pas leur identité. Donc faites attention par rapport à ça. Si jamais vous voulez travailler dans l'expérience client, regardez la maison, allez en boutique, regardez comment sont habillés les collaborateurs, regardez les campagnes publicitaires également, parce qu'il y a des maisons où vraiment, au contraire, elles adorent ça. Après, il y a des maisons qui sont beaucoup plus classiques et où ça ne passerait pas trop, donc à dissimuler, mais encore une fois, on ne peut pas vous discriminer par rapport à ça, mais on peut vous demander de les cacher et la maison est totalement en droit de vous demander de les cacher. Maintenant, on va parler des fonctions bureau, des fonctions siège et également des ateliers d'artisanat et des studios de création. Donc tout ce qui va être studio de création, finalement,
c'est là où le cœur de la création des maisons de luxe se fait. Donc finalement, vous vous habillez un petit peu comme vous voulez et au contraire, ce sont là où on a les profils les plus atypiques, avec une forte personnalité, avec un look bien marqué. Moi je me rappelle il y a très longtemps, je recrutais pour une belle maison de luxe et la personne était venue en entretien en robe en latex rouge, avec des cheveux violets. Dans n'importe quel métier ça ne serait pas passé. La fille était géniale, je l'ai présentée à la maison, qu'elle a été recrutée il y a 8 ans et elle est toujours dans la maison. Donc vous voyez, vraiment sur la partie création, vous n'êtes pas touché finalement par ces règles-là, bien au contraire, puisque c'est aussi votre vitrine personnelle sur vos capacités de création. Au niveau de l'artisanat, donc du savoir-faire, comme vous le savez dans le luxe, il y a une jolie boucle, hein, il y a une boucle vertueuse, vous avez la création qui imagine et qui conçoit, vous avez l'artisanat qui fabrique et qui met en œuvre les créations, et vous avez l'expérience client qui vend justement les créations qui ont été fabriquées. Donc vraiment le côté création, c'est la vitrine. Le côté artisanat, c'est différent parce que déjà vous n'avez pas de contact avec la clientèle, mais au-delà de ça, vous avez souvent des blouses, enfin vous avez des équipements pour être protégé quand vous travaillez le cuir, quand vous tapez les malles ou autres. Donc là finalement vous n'êtes pas trop touché non plus. Déjà l'uniforme fait que vous avez déjà une forme de neutralité. Quand on visite c'est toujours très beau parce que voilà vous êtes habillés tous et toutes pareilles avec de jolies blouses. Mais voilà, vous n'êtes pas trop touché par ça parce que voilà, vous êtes les mains qui fabriquent, c'est l'art de l'artisanat, c'est l'art du travail de l'homme. Donc pareil, vous n'êtes pas trop touché. Donc la création et la fabrication, bon, vous êtes plutôt exempté de ces règles. Maintenant, on va parler des bureaux et des fonctions support, mais pas que, mais des bureaux, de la direction, des sièges sociaux. Dans les bureaux, c'est encore différent parce que dans les bureaux, finalement, en fonction de votre poste, ça va varier un petit peu. Mais dans les bureaux, vous avez beaucoup de passages, vous avez la direction, vous avez des visites, il y a un côté très formel en fait. Et c'est vrai que les membres des comités de direction sont souvent très traditionnels et pas du tout familiers au tatouage ou même à d'autres fantaisies, hein, que ce soit piercing ou autres. Et les mentalités vont également être différentes. Si on regarde un petit peu les comités de direction aujourd'hui dans différentes maisons de luxe, sauf exception, mais généralement, on est quand même sur 50, 60 ans, voire un peu plus. Donc imaginez, c'est la génération de vos parents, voire de vos grands-parents. Donc oui, voir une personne tatouée, percée, c'est pas du tout familier pour eux. Et puis, quand on travaille à la direction ou même dans des sièges sociaux, on est dans un rôle en fait. On est dans un rôle, on joue un rôle, on a deux personnalités, on a notre personnalité en privé et notre personnalité dans notre rôle. Mais encore une fois, si vous travaillez à la communication ou au service marketing, vous n'allez pas forcément suivre les mêmes règles. Donc, sur le siège, j'aurais tendance à vous dire la même chose que pour les boutiques. Si vous faites des tatouages, choisissez des endroits facilement dissimulables parce que sait-on jamais, peut-être que vous allez être dans une maison hyper ouverte, mais souvent dans notre carrière on bouge, hein, on reste pas des années au même endroit, et après vous allez être dans une autre maison beaucoup moins ouverte parce que ça dépend des maisons. Donc vraiment choisissez des endroits plutôt facilement dissimulables, mais ça dépend de votre poste. En tout cas si vous avez des postes type comptable ou contrôleur de gestion, etc., qui sont souvent assimilés à une image dans le rôle, effectivement le tatouage ne fonctionne pas tout de suite comme ça. Donc c'est lié à votre métier, c'est lié aux valeurs de la maison, à son positionnement, à son ADN, et puis c'est lié aussi tout simplement aux gens avec lesquels vous allez travailler. En tout cas moi, de mon côté, en 8 ans, j'ai travaillé, donc quand j'étais chasseuse de tête, j'étais très libre sur ma manière de m'habiller, sur ma manière de montrer mes tatouages ou pas, parce que je ne faisais pas partie des maisons. Je travaillais pour elles, je recrutais pour elles, mais je n'étais pas dans les maisons. C'est une position qui est très confortable, parce que on travaille avec de très belles maisons, c'était hyper intéressant, on change tout le temps de métier, j'ai travaillé pour plein de métiers, j'ai recruté des adjoints à des directeurs artistiques très connus qui sont encore dans l'industrie de la mode, donc c'était hyper intéressant, mais c'était pendant cette expérience, pendant plus de 2 ans, que j'ai eu les looks les plus farfelus. En même temps, j'avais 21 ans et quand je suis partie, j'avais 24 ans. C'est ça. Donc j'étais dans la fleur de l'âge. Enfin, je dis pas qu'à 31 ans, je suis pas dans la fleur de l'âge, mais j'étais très jeune et je m'habillais vraiment n'importe comment. Pour vous dire une anecdote,
Lors de mon premier entretien, bon, j'étais habillée, c'était pas classique mais ça allait. Lors de mon deuxième entretien avec le directeur général du cabinet, je suis venue en cuissarde avec un choker et un crop top et j'ai été recrutée. Donc c'était vous dire un peu l'ambiance. Ensuite je suis arrivée dans un groupe de luxe très classique, vraiment extrêmement classique. Tout le monde était en costume, tout le monde était en tailleur, c'était vraiment très classique et pendant ces 4 ans et demi j'ai caché mes tatouages. Et après encore une fois j'ai une fonction qui est particulière dans les ressources humaines, je dois donner l'exemple. Donc face aux candidats ou quand j'étais en représentation, mes tatouages on ne les voyait jamais, mais parfois dans le bureau, bah voilà, j'étais mon t-shirt ou autre, donc je demandais toujours à mes collègues si ça les dérangeait pas, mais quand il y avait la direction ou des membres importants, j'évitais. Donc pendant des années, vraiment, j'avais des chemises, donc heureusement, il y a la climatisation, mais sinon, j'avais des débardeurs, mais j'avais un blazer quand j'étais au travail. Après, heureusement, il y a la clim, mais voilà, je l'ai caché pendant très longtemps. Donc c'est pour ça que vous avez été un peu surpris et surprise ces derniers temps de me voir avec des bras découverts, parce que là, je suis dans un autre groupe de luxe, où pour le coup, c'est accepté. Alors après, ça dépend qui je vois, où je vais, etc. Il y a des endroits où évidemment ce serait pas possible, mais en tout cas sur mon lieu de travail au quotidien, on les voit et bon, ça pose pas de problème. Après, comme j'ai des grosses pièces et on y reviendra tout à l'heure, il faut toujours faire attention à la manière dont on va se vêtir parce que le tatouage, je sais que c'est injuste mais c'est comme ça, mais comme piercing ou autre, c'est que ça peut toucher votre légitimité au travail. Je sais c'est ridicule, je suis pas d'accord avec ça, mais souvent dans ma carrière professionnelle, quand on me voyait en chemise, etc., on me prenait très au sérieux. Et puis quand on voyait que j'étais tatouée, les gens me disaient « Ah, t'es tatouée ?» Et on sentait le « Ah !» Et puis ça peut, oui, toucher à votre crédibilité. On peut se dire « Ouh là, elle est un petit peu folle », alors que pas du tout. Ça n'enlève rien au fait que je sois moins compétente tatouée ou pas tatouée, sachant que, je vous l'ai dit en introduction de vidéo, j'ai toujours été tatouée, j'ai toujours travaillé dans le luxe au même moment, aux mêmes dates, donc ça n'a pas changé voilà, mon professionnalisme ou mon talent sur mon métier là. Donc ça dépend vraiment des maisons. Moi avec le recul, j'apprécie beaucoup mes tatouages, je ferai tout pareil, je changerai pas. Et aujourd'hui avec quasiment dans un an, ça fera 10 ans que je travaille dans le luxe. Ouais c'est ça, si, début 2025, ça fera 10 ans que je travaille dans le luxe. Donc d'ailleurs dites-moi si, alors je sais que c'est dans longtemps, mais vous me direz si vous voulez une vidéo bilan, 10 ans dans le luxe, qu'est-ce que ça fait. Mais aujourd'hui voilà, j'ai 31 ans, j'ai une expertise qui est bien assise, donc pour moi, voilà, je demande aux maisons, hein, je leur dis, est-ce que pour vous ça pose problème que je sois tatouée? Si ça pose problème, je ne continue pas avec la maison. Si ça pose pas de problème, et tant mieux. Surtout qu'avec les nouvelles générations, ça va changer parce que d'ici 20 ans, finalement, moi j'aurai 50 ans. Bon, imaginons dans 20 ans, c'est moi qui suis à la direction, je suis tatouée, donc pour moi ce serait inconcevable que on puisse dire à des personnes cachez vos bras parce que c'est pas très pro les tatouages. Donc les nouvelles générations avec ce roulement, ça va changer, ce sera plus le cas. Donc ce sera de plus en plus ouvert et puis finalement cette vidéo elle aura plus trop de sens dans 20 ans. Mais en attendant, voilà, moi mes conseils c'est faites attention, optez pour la discrétion, prenez des endroits un petit peu cachés, faites attention surtout aux messages sur vos tatouages que vous mettez, parce que moi j'ai des anecdotes comme ça où j'avais vraiment des tatouages qui étaient... j'ai vu des tatouages un peu rigolos et forcément oui, on demande plutôt de les cacher. En tout cas, voilà pour la vidéo. Donc en conclusion, non, ce n'est pas accepté, mais on peut vous demander quand même une certaine souplesse et une certaine neutralité. Mais ça dépend encore une fois des maisons. Regardez les campagnes publicitaires, allez en boutique et vous verrez à peu près les maisons qui ont une vraie ouverture d'esprit là-dessus et les maisons qui sont encore un peu traditionnelles. On va passer donc au tatouage tour. Donc j'en ai pas énormément mais j'ai des grosses pièces. La première pièce, mon premier tatouage, de toute façon on va faire par ordre chronologique. Mon premier tatouage c'est celui dans le dos. Qui est donc une fleur de lotus. Pourquoi je l'ai faite? Parce que le lotus c'est une fleur qui évolue, qui naît dans un univers marécageux, donc pas très joli, et qui devient une très belle chose parce que les fleurs de lotus c'est magnifique. Cette fleur là, ce tatouage là, je l'ai fait en l'honneur d'un membre que j'ai perdu dans ma famille, avec lequel j'étais très proche, et qui n'a pas eu une vie facile en fait, qui a eu une vie plutôt compliquée, et je trouvais que c'était un bel hommage, une belle façon d'honorer sa mémoire, et je l'ai fait dans mon dos, déjà parce que c'était facilement camouflable à l'époque, enfin toujours maintenant, mais en tout cas c'était le premier, et puis j'avais ce sentiment, vous voyez, comme c'était avec une personne avec qui j'étais très proche, qui me protégeait, c'était dans mon dos, il me protégeait. Donc ça a été mon premier tatouage.
ça m'a pas fait mal, j'ai dormi et je ne le vois jamais, donc j'oublie que j'en ai un à cet endroit-là, mais je l'aime particulièrement. Le deuxième, ça a été un œil derrière le bras. Donc pourquoi derrière? En fait, dans ma culture, le mauvais œil, c'est quand les gens vous souhaitent du mal, quand les gens sont jaloux. Alors moi, je suis pas quelqu'un forcément qui croit à ça, mais comme ça fait tellement partie de ma culture, en fait, je me suis tatoué un œil de protection. C'est comme ça, c'est un côté un peu plus totem pour moi. Et il fallait le tatouer dans une zone où je n'avais pas d'œil en fait, puisque le troisième œil, enfin cet œil-là, cet œil protecteur, doit vous protéger des endroits que vous ne pouvez pas voir. Donc c'est pour ça que je l'ai mis vers l'arrière. Et ce qui est assez rigolo, alors même si je suis pas superstitieuse ni quoi que ce soit, mais toutes les personnes qui m'ont fait des remarques sur cet œil-là en disant « Ah non, me regarde pas avec ton œil, etc. » En tout cas dans le milieu du travail par exemple, c'était des personnes pas très bienveillantes. Donc je me dis finalement cet œil-là il fait réagir. Donc voilà, c'était mon deuxième. Ensuite mon troisième tatouage, ça a été, donc c'est un cover donc vous ne le verrez plus, mais j'ai fait de toute façon un TikTok dessus si ça vous intéresse. C'était une balance, donc pareil, voilà, j'ai failli perdre une personne. Et je voulais avoir la balance de Maat, donc c'est dans la mythologie égyptienne. Vous savez, au moment où vient votre heure, votre cœur doit être plus léger qu'une plume et vous allez dans l'équivalent du paradis dans la mythologie égyptienne. Donc je voulais faire ce tatouage-là, qui devait être très joli. Finalement, le tatoueur, c'était pas trop son style, le projet, il trouvait pas ça dingue, donc je me suis retrouvée avec une espèce de balance très géométrique, très basique, très simple, très moche, que je n'ai jamais assumée. C'est-à-dire en sortant du tatoueur, je regarde et je me dis oh, mon dieu que c'est laid. Donc c'était vraiment pas joli. Et dans le milieu du travail, parfois quand je soulevais mes manches parce que j'avais chaud, ah t'as une balance parce que t'es balance, et en fait mon signe astro c'est vraiment la balance, donc oui je suis balance mais non c'est pas pour ça, enfin tu te prends les pieds dans le tapis et t'as l'air ridicule. On me demandait aussi si j'étais une ex-tolarde, on me demandait si j'avais des problèmes avec la justice, parce que ça faisait vraiment balance, ça faisait balance de pharmacie, balance de tribunal de justice, ça faisait vraiment, enfin bref, elle était vilaine comme tout. Mais en tout cas je l'ai eu pendant des années parce que le tatoueur qui me l'a faite, en fait, il est allé tellement vigoureusement qu'elle était en relief, donc elle est très difficile à couvrir. Si jamais je m'étais renseignée pour le laser, le problème c'est que ma cicatrice aurait eu une forme de balance. Donc ça n'a pas d'intérêt. Je me dis, en fait, si je veux me débarrasser d'une balance, c'est pas pour avoir une cicatrice balance. Bon bref, donc je l'ai eu pendant 5 ans ou 6 ans je crois. Bref, on l'oublie, je vous en reparle après. Et ensuite j'ai celui-là, qui est plutôt voilà, une inspiration du sanskrit indien. Donc en fait, donc celui-ci je l'aime beaucoup. Et en plus quand j'ai eu celui-ci versus la balance, je me disais mais c'est vraiment moche en fait. Donc celui-ci je l'ai fait parce que voilà, donc je m'appelle Mélissa, métisse modeuse sur les réseaux sociaux, vous l'aurez compris je suis métisse, donc j'ai une maman blanche et un père noir, mais c'est surtout que donc je suis d'origine mauricienne et à l'île Maurice il y a beaucoup de mélanges et en fait c'est assez difficile de connaître nos origines de façon plus lointaine, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est mauricien, mais voilà avec tous les va-et-vient, avec l'histoire de l'île, mais comme dans beaucoup d'îles d'ailleurs, on sait pas trop, enfin je sais que j'ai des origines africaines mais je sais pas de quel pays, je sais que j'ai des origines asiatiques mais je sais pas d'où exactement, parce que dans ma famille on est quelques-uns à avoir les yeux vraiment en amande, donc on voit quoi, voilà, on a des origines et en fait la seule origine dont je suis sûre, hormis la mauricienne, c'est indienne. Voilà, je sais que par ma grand-mère j'ai des origines indiennes et donc c'était une double signification, c'est-à-dire j'ai un tatouage qui retranscrit mes origines familiales, mais aussi d'ethnie et voilà, c'est une belle façon de montrer, de montrer le métissage. Donc très fière aussi de ce tatouage. Et le dernier c'est un cover. Donc en fait j'ai trouvé, donc cette année, je l'ai fait cette année, j'étais tellement contente de me débarrasser de ce truc, c'était difficile. Donc en fait moi j'aime bien que mes tatouages soient liés, ils sont tous à peu près du même style. Et donc là en fait j'ai des pivoines parce que ce sont mes fleurs préférées. J'ai des pivoines qui cachent le corps de la balance et j'ai pareil un côté un peu, comment dirais-je, un peu pas origami, j'ai plus le mot, mandala, voilà, une inspiration un peu mandala qui reprend le style de tous mes tatouages. Donc je suis hyper contente, je suis très fière, donc maintenant je montre beaucoup plus mes bras. Il y a aussi ça aussi qui a joué dans le fait de cacher mes tatouages, c'est pas que le fait d'avoir eu de potentielles réactions ou autres, c'est qu'au-delà de ça, ma balance je la détestais donc j'avais pas envie de montrer mes bras. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé.
J'espère aussi que ce tatouage tour vous aura plu, j'en ai pas d'autres, j'ai pas prévu d'en faire d'autres, c'est mes derniers tatouages et je sais que je m'arrêterai là. Il y a beaucoup de personnes qui disent ah mais quand tu commences c'est comme tout, tu t'arrêtes plus. Bah moi pour le coup non. C'est-à-dire que si j'avais pas eu une balance ratée, je sais que je me serais arrêtée à là. Donc là en l'occurrence j'ai eu ça, mais je sais que c'est le dernier, j'en referai plus, j'en ai pas le besoin, c'est très bien comme ça. Et voilà, donc en tout cas, ravie d'avoir fait cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et je vous fais de gros bisous.